Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire organisé par l'équipe des webinaires de l'IPA. À l'aube de cette nouvelle année, contrainte par la pandémie, il est crucial que nous préservions nos liens avec nos proches, avec nos collègues et nos communautés psychanalytiques, mais que nous soutenions aussi nos investissements scientifiques. Ainsi, en vue du prochain congrès de l'IPA qui se tiendra en juillet 2021 sur l'infantile dans ses multiples dimensions, l'équipe de l'IPA souhaite inviter les membres à renouveler leurs liens et échanges par une série de webinaires introductifs sur le thème du congrès. Aujourd'hui, comme d'habitude, le webinaire est composé de deux parties. Au cours de la première heure de webinaire, nous aurons le privilège d'écouter nos invités, Florence Guignard et Gilbert Diatkin. Lors de la deuxième partie de la session, nous ouvrirons une discussion avec tous les participants. Vous pourrez envoyer vos commentaires et poster des questions tout au long du webinaire. Pour ce faire, vous pouvez aller sur le tableau de configuration à droite de votre écran. Sur l'onglet Questions, il faut cliquer sur la petite flèche blanche qui se trouve juste avant les mots Questions et à l'aide de votre clavier, tapez votre question et l'envoyer. Les orateurs tenteront de répondre au plus grand nombre de questions. Les mots infantiles apparaissent sur la plume de Freud comme objectif d'abord pour qualifier la sexualité. Dans son œuvre, l'enfant et l'infantile sont une référence fondamentale. Freud emploie les deux mots différents selon les contextes. Le mot infantile pour qualifier ou préciser la nature des investissements, des théories sexuelles, des composantes ou déterminantes de la sexualité. Et le mot kind pour se référer à l'enfant en tant que personne ou pour qualifier une attitude ou un comportement. Dans les écrits de Freud, en 1909, l'infantile se substantifie. L'Homme-Rat a découvert un personnage principal de l'inconscient, la relation à l'infantile, dit Freud, c'est-à-dire la partie de la personne qui, à ce moment-là, s'était séparée d'elle, n'a pas participé au développement ultérieur et a été donc refoulée. La question imposante pour Freud sera ensuite de remonter dans l'analyse à l'avant-goût du refoulement et de la névrose infantile. Ainsi, dans l'homme loup, il cherche les traces de l'expérience, la scène primitive, in statu nascendi. Freud maintient la conception de l'enfant d'autrefois jusqu'à l'abrégé, où il revient à la partie de la personne refoulée pendant l'enfance et précise que du fait de l'immaturité, le moi se laisse distancer par le développement de la libido, ce qui constitue la raison essentielle de la névrose. Sous le prisme donc de la deuxième topique de l'appareil psychique, il décrit une opération quelque peu similaire à celle du refoulement, donc de la partie de la personne refoulée, mais inversée. À cette époque, il dit, un important changement s'était effectué. Une fraction du monde extérieur, cette fois, a été tout au moins partiellement abandonnée en tant qu'objet et au moyen de l'identification, se trouvait intégrée dans les moi, ce qui signifie qu'elle est désormais partie du monde interne. La partie de la personne refoulée porterait-elle en elle l'objet d'identification? Dans cette direction, Serge Lebovici, dans son étude des formes primitives du complexe d'Édipe, propose de distinguer entre névrose de l'enfant, névrose infantile et névrose du transfert. René Diatkin, dans son travail L'enfant dans l'adulte, introduit les rôles de l'objet secondairement primaire et idéal dans l'instauration de la rêverie éternelle qui nourrit l'enfant dans l'adulte. L'enfant dans l'adulte, l'enjeu d'une telle réflexion, partant de ce qu'elle contient, cette énonciation, nous paraît toucher au cœur de notre identité de psychanalyste. Au cœur de notre thématique aussi, Florence Guignard, qui a poursuivi cette élaboration, proposé l'enfant dans l'analyste et elle a théorisé l'infantile en concept, présentera ici aujourd'hui
Ce développement, en particulier situant l'infantile au cœur de la situation analytique dans la dynamique contre-transférentielle. Elle en discutera avec Gilbert Diakin. Avant de leur donner la parole, je vous les présente. Donc, Florence Guignard, suissesse et française, psychanalyste, membre titulaire, formateur honoraire de la Société psychanalytique de Paris, dont elle a été vice-présidente. Membre formateur direct de l'Association psychanalytique internationale pour la psychanalyse de l'enfant et adolescent. Cofondatrice et ancienne présidente de la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Elle a présenté un rapport au Congrès des psychanalystes de langue romaine en 1981 sur le travail des psychanalystes. Elle a été ancienne rédactrice de l'Année psychanalytique internationale. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues françaises et internationales en plusieurs langues. Elle a publié 3 livres, Au vif de l'infantile, qui a été réédité en 1920, Au vif de l'infantile donc aujourd'hui, et traduit en anglais L'infantile and the psychoanalyst at work. Elle a écrit aussi Épître à l'objet et Quelle psychanalyse pour le XXIe siècle. 2 livres en préparation, Les psychanalystes dans la cité et Autobiographie et développement de la pensée. Gilbert Diakin est membre titulaire formateur aussi de la Société psychanalytique de Paris, ancien président de la Société psychanalytique de Paris, ancien médecin directeur au centre psychothérapique Georges Amado, Les Coteaux, ancien directeur adjoint pour la formation de l'Institut psychanalytique pour l'Europe de l'Est. Il a présenté les rapports sur moi culturel lors du congrès du CPLF en 2000. Il a écrit de nombreux articles dans des revues françaises de psychanalyse et 3 livres. De l'observation de l'enfant à la thérapeutique, Vitry in vitro, les transformations de la psychopathie et Jacques Lacan. Florence, c'est à vous. Merci. Je vais vous parler de l'infantile dans la relation analytique. Et en introduction, je dirais que le métier de psychanalyste invite à tisser la chaîne de son activité clinique avec la trame de sa métapsychologie. Même si le psychanalyste est très studieux, respectueux et éventuellement érudit, il est nécessaire de parler de sa métapsychologie personnelle en raison de l'importance de la valence inconsciente dans l'assimilation par chacun d'entre nous d'un savoir disponible pour tous, mais avec les aléas de ses polysémies et de ses traductions. Pardon. C'est ainsi qu'un jour m'est apparue la nécessité de proposer un concept nouveau, l'infantile. Nouveau et pas nouveau, bien sûr. Sortir du qualificatif pour oser le substantif m'a pris du temps et beaucoup de réflexion, croyez-moi. D'autant plus que, contrairement à ce qu'a fait Freud dans l'Homo ras et que rappelait Léana il y a un instant, je ne considère absolument pas que l'infantile est censé disparaître avec la maturité comme le thymus dans le développement physiologique. Sur ce point, j'avais déjà un peu l'habitude, puisque Freud a traité l'infantile dans le sens substantif, de la même façon qu'il avait traité auparavant la coexcitation libidinale. J'y ai vu une marque de son infantile. Pour moi, c'est un compliment, pas une critique. Ce qui encombre trop va sûrement disparaître après un temps de gêne, voire de souffrance, comme un bobo sur lequel souffle un parent suffisamment bon, ou un cauchemar dont ce même parent vous assure que maintenant c'est fini. Car oui, l'infantile encombre. Il gêne presque tout le monde, à part les artistes, bien entendu, qui le tolèrent parce qu'il est indispensable à toute création, mais qui le portent le plus souvent en écharpe avec leur cœur meurtri. Parmi les autres exceptions, je citerai les psychanalystes qui s'occupent d'enfants. Pour eux, l'infantile est leur matière première et c'est probablement pour cela qu'ils acceptent souvent,
ou plus souvent que d'autres adultes qui se prennent au sérieux, cette découverte que eux aussi, ils ont toujours leur infantile avec eux. Et que sans cet infantile, ils seraient bien embarrassés pour vivre réellement leur contre-transfert lorsqu'ils sont confrontés, par exemple, à la névrose infantile de leurs patients adultes. Et comme je n'ai jamais perdu pour autant mon idéal scientifique exigeant, je me suis donc appliquée à rédiger une définition de cet infantile. C'était en 1994, justement cette année où il y a eu énormément de recherches à la SPP sur l'infantile, dont le très bel article de René Diatkine. Donc, ma définition, voilà ce que ça a donné. Donc, je cite. Étrange conglomérat historico-anhistorique, creuset des fantasmes originaires et des expériences sensorimotrices mémorisables sous forme de traces mnésiques, l'infantile peut être considéré comme le lieu psychique des émergences pulsionnelles premières et irreprésentables. De cet avant-coup, nous ne connaîtrons que les rejetons représentables sous la forme des théories sexuelles infantiles d'une part et des traces mnésiques d'autre part. Structure de base aux franges de notre animalité, dépositaire et conteneur de nos pulsions, tant libidinales ou haineuses qu'épistémophiliques, l'infantile est cet alliage de pulsionnel et de structural souple qui fait que l'on est soi et pas un autre ou une autre. Irréductible, unique et par là même universel, l'infantile est donc bien ce par quoi notre psychisme va advenir dans tous les développements de sa bisexualité psychique organisée par l'Oedipe. Aux limites de l'inconscient et du système préconscient-conscient, l'infantile est le point le plus aigu de nos affects, le lieu de l'espérance et de la cruauté, du courage et de l'insouciance. Il fonctionne la vie durant selon une double spirale processuelle et signifiante, et l'on peut le retrouver même dans les pathologies les plus lourdes à condition de ne pas confondre ces pathologies avec le mode d'organisation normal de cet infantile. Et si jusqu'à notre mort, il continue d'agir simultanément au niveau des processus édipiens secondaires et des mécanismes primitifs, c'est bien parce que cet infantile humain a en partage la force pulsionnelle inouïe dont on peut constater le fantastique déploiement dans le rythme de développement psychique des premiers temps de la vie humaine. Pourtant, l'aspect pulsionnel n'est pas seul en jeu dans cette tentative de définition de l'infantile. Dans sa forme métaphorique, le concept vaut aussi bien pour ce qu'il entraîne avec lui de l'hallucinatoire et du proto-symbolique. Préforme en devenir permanent dans toutes nos activités mentales. Une fois dénoués grâce à la cure analytique, les points de fixation qui figent nos modes d'être et d'avoir dans une stérile répétition, ces préformes vont redonner leur vigueur et leur efficacité pulsionnelle sous-jacente aux organisations plus matures, donnant le ton à notre personnalité de sujet dans notre fonctionnement adulte, habituel. Fin de citation. Nous sommes 27 ans plus tard et je n'ai pas trouvé de définition plus satisfaisante et je n'ai pas réussi non plus à en retrancher quoi que ce soit. Et surtout, je continue à observer cet infantile chez moi, chez mes patients, chez mes proches, chez mes collègues, chez tout un chacun en fait. En poursuivant mon tissage quotidien, j'ai proposé successivement une généalogie des pulsions en 1997, puis une classification des concepts psychanalytiques en fonction de leur degré de complexité en 2001. Et cela me permet aujourd'hui de situer cet infantile dans ce que j'ai appelé les concepts de troisième type, ces concepts qui cherchent à décrire les liens entre les liens et qui, comme l'a remarqué Gilbert, s'appliquent à des situations dynamiques à leur développement dans le temps. Je le cite. Mais cela n'explique pas l'urgence dans laquelle je me suis trouvée pour proposer un nouveau concept psychanalytique sur un marché qui en regorge déjà. C'est ici qu'entre en jeu la chaîne de mon tissage.
ma pratique quotidienne en psychanalyse avec des patients de tous les âges et de toutes les pathologies. Enfin, pas toutes, bien sûr. Beaucoup. J'ai eu l'outrecuidance de penser qu'un tel concept pourrait trouver son utilité pour la trame de notre réflexion de psychanalyste sur la relation analytique qui surgit entre nous et nos patients. Plus précisément, j'ai pensé qu'il nous serait utile dans le monitoring quotidien de nos mouvements contre-transférentiels. Entrons dans la relation analytique. Pour dire que l'instrument de travail du psychanalyste, ou rappeler, est EST sa propre structure psychique, et qu'en raison de sa qualité inconsciente, cet instrument lui demeure donc inconnu dans sa quasi-totalité, métaphore de l'iceberg de Freud. On peut proposer comme métaphore de la rencontre analytique une constellation mouvante et à géométrie variable de points d'impact générateurs de tension entre deux lieux virtuels, l'espace psychique de l'analyste et l'espace psychique de l'analysant, chacun des deux possédant sa propre organisation. Appelés à devenir fonctionnels, ces points d'impact sont investis par l'analysant sur le mode relationnel de la répétition propre au passé, c'est-à-dire au transfert, et chez l'analyste, ces lieux sont ceux du surgissement continu de son contre-transfert et de sa valence d'objet d'étayage. Ce double cheminement va suivre essentiellement les voies de la logique de l'inconscient, dont je résume les caractéristiques. La logique de l'inconscient ignore la contradiction, d'où l'absence de négation. Elle traite les relations asymétriques comme si elles étaient symétriques, d'où l'absence de sériation temporo-spatiale. Elle ignore les emboîtements organisationnels et hiérarchiques reliant la partie au tout, le commencement à la fin, d'où son fonctionnement en boucles infinies. Enfin, son activité est simultanée à celle de la logique du système conscient, d'où la création entre ces deux logiques d'un champ de tension et d'interaction analogone du champ d'activité reliant les fantasmes inconscients à la pensée du rêve. Tout au long du travail d'élaboration mise en mouvement par la cure analytique, les remaniements dus à la levée du refoulement et à la dissolution de certains clivages vont susciter l'émergence de représentations nouvelles dans le système préconscient de l'un ou l'autre, ou les deux protagonistes du couple analytique. Ces représentations les informeront sur l'état actuel du conflit intrapsychique et interpersonnel de chacun d'eux, et non pas seulement de l'analysant. En effet, en raison de la coalescence des facteurs transféro-contre-transférentiels qui intéressent les limites des capacités psychiques tant de l'analyste que de l'analysant, il s'installe dans le champ analytique des résistances liées à des représentations inconscientes dont il appartient à l'analyste d'observer en lui-même les rejetons préconscients. Dans le décours nomade d'une cure, il s'installe un mode et un rythme relationnel de base propre à chaque relation analytique et dont l'analyste apprend à observer la tonalité processuelle. Lorsqu'il se produit des perturbations minimes de cette rythmique originale et spécifique à la relation, celle-ci risque de passer inaperçue comme il en est des troubles mineurs du rythme respiratoire ou circulatoire. Lorsque ces perturbations sont plus importantes, on observe très systématiquement un manque à représenter. Il est d'usage de rapporter ce manque à un mouvement de transfert, une panne dans les représentations. Cependant, dans beaucoup de situations, ce manque à représenter est observable chez l'analyste en relation avec son contre-transfert. Et pour désigner ce manque, j'ai repris le terme de tâche aveugle utilisé par Freud et j'ai découvert que cette tâche aveugle était vécue au niveau inconscient comme la perte d'un objet interne signifiant. Bon ou mauvais, peu importe. Perte d'un objet qui soit à la fois interne et signifiant. Alors, normalement, nous le savons, le manque à représenter va mettre en mouvement au niveau inconscient un processus de
apparenté à celui du rêve et qui en suivra les mêmes lignes de destin. Comme le rêve, ce processus sera dans la plupart des cas instantanément englouti par le refoulement. Dans d'autres cas, il se présentera comme un surgissement confus d'images, avec perte des limites entre soi et l'autre, l'externe et l'interne, la perception et l'hallucination, à moins que, dans un troisième cas, le plus heureux, une représentation dans le double registre des mots et des choses ne se propose avec bonheur au travail analytique d'associativité et de décondensation. J'en arrive à l'infantile dans le psychanalyste. Il m'a fallu encore du temps et passablement de lecture et d'écriture pour étayer mes observations et conforter ma conviction, selon laquelle, oui, le lieu psychique qui éprouvait en moi, dans ma fonction d'analyste, cette cécité temporaire et qui la vivait comme une perte d'objet, c'était bien mon infantile. Dès le début de mes études, Freud, Claparède, Piaget, puis Mélanie Klein, Winnicott, René Spitz, Serge Lebovici et René Dyatkine ont été mes maîtres. Dès mes débuts professionnels, j'ai été confrontée à des enfants de tous âges qui attendaient de moi une aide que je n'étais pas toujours en mesure de leur apporter et qui m'ont obligée à retrouver en moi l'attention, l'investissement de la sensorialité et l'écoute de la mémoire implicite de mes tout premiers temps de vie. Lorsque plus tard dans ma carrière, j'ai également soigné des patients adultes, j'ai pu mesurer l'importance de cette écoute pour repérer également l'infantile dans ces derniers. Deux paramètres de la métapsychologie freudienne ont été décisifs dans mon affirmation de l'importance de l'infantile pour le fonctionnement analytique. Premièrement, la valeur primordiale accordée par Freud aux modes infantiles de pensée et d'investissement émotionnel qui s'expriment dans les théories sexuelles infantiles et qui organisent la configuration édipienne du fonctionnement psychique, ainsi que la névrose de transfert sur le modèle de la névrose infantile, comme le rappelait Léana tout à l'heure. Deuxièmement, le concept de pulsion, comme étant un concept limite impliquant une poussée constante, jamais épuisable dans la satisfaction. Merci à André Green de nous l'avoir rappelé avec tant de force. Plus tard encore, j'ai pu observer combien mes collègues venus me demander de les étayer en écoute tierce étaient surpris par la force réorganisatrice et transformatrice de toute intervention interprétative adressée à l'infantile de leurs patients, y compris les adultes, les patients adultes. Et à partir de là, j'ai orienté plus spécialement mon attention sur les effets qu'opérait l'infantile d'une personne adulte sur une autre personne adulte, en l'occurrence et de façon plus précise, sur le psychanalyste au travail. Et comme mon temps d'exposition du concept est limité, je rappellerai très brièvement l'essentiel de ces effets en vous renvoyant à mes travaux publiés pour de plus amples développements. Je rappellerai pour commencer que l'écoute de l'infantile de nos patients n'est pas de tout repos. L'égocentrisme de Sa Majesté bébé, son hédonisme impénitent, mais aussi sa pertinence et sa clairvoyance dans ce que de nos propres conflits intrapsychiques et interpersonnels nous voudrions plutôt cacher sous le tapis, rend son écoute souvent éprouvante. Cependant, elle est aussi vivifiante parce qu'elle cible tout naturellement nos propres éléments infantiles, non seulement ceux qui n'auraient pas été élaborés par notre travail analytique personnel, mais aussi ceux qui surgissent dans le hic et nunc de la relation analytique comme l'expression première de la pulsion, qui, je vous le rappelle, pulse sans discontinuer. Sauf à rencontrer de très sérieuses composantes pathologiques chez l'analyste, l'impact sur ce dernier de l'infantile de son patient ne peut pas manquer sa cible, l'infantile de l'analyste, qui est son analogone. Cette rencontre est source d'une excitation non liée, voilà la pulsion, en raison justement de la force pulsionnelle qui s'en dégage. Et elle mobilise donc des défenses chez l'analyste contre ce qui, généralement parlant, est désigné comme la séduction de l'adulte par l'enfant, ce qui
remarquons-le, constitue le complémentaire inverse de la désignation par Jean Laplanche de la mère séductrice de l'aube de la vie. Les deux sont possibles, envisageables. Mon propos ici est de caractériser cette défense de l'analyste confronté à cette rencontre de son infantile avec celui de son patient. Selon mon observation, il s'agit d'une tâche aveugle. Le rôle de cette tâche aveugle est évidemment de masquer l'enjeu transféro-contre-transférentiel dans ce moment précis de la cure analytique, car la tâche aveugle contient l'objet interne, le plus souvent objet partiel, projeté dans l'analyste par le patient à ce moment de la cure. Tant que l'analyste ne se rend pas compte qu'il est dans une tâche aveugle, il va donc se comporter, fût-ce en pensée, comme cet objet de transfert qu'il représente sans en être conscient. Un exemple classique de cette situation peut être donné par l'animosité que l'analyste peut éprouver, sans le dire bien sûr, à l'égard d'une personne de l'entourage de son analysant, allant parfois jusqu'à penser que toute la souffrance de son analysant est causée par ce personnage qu'il représente dans le transfert. Et comme nous le savons tous, la découverte de ce transfert négatif n'est alors que le début d'une longue et éprouvante aventure. Le destin normal de l'excitation suscitée chez un sujet par l'impact d'un autre infantile est de se diversifier, se liant grâce aux pulsions du moi pour une part, et pour une autre subissant un nouveau refoulement destiné à maintenir une situation par excitante dans les relations interpersonnelles. Il devrait en être de même chez le psychanalyste en exercice. Cependant, la situation est plus complexe pour lui, qui doit comprendre ce qui se passe dans cette situation qui l'aveugle. La sensation de perte libidinale, liée à son impossibilité de se représenter ce qui se passe, peut conduire le psychanalyste à nier ce négatif, cette perte qui ne dit pas son nom et qui le défie sur le plan de son narcissisme identitaire. Il sera alors tenté d'énoncer une interprétation prêt-à-porter, ce que j'appelle une interprétation bouchon. J'en ai mentionné 3 principales, mais il y en a bien d'autres. Le recours à l'histoire personnelle de l'analysant, le recours à la théorie psychanalytique ou le recours à l'accusation de l'analysant qui ne fait pas bien son analyse. Cet agir, le dernier, devrait constituer l'ultime système d'alerte pour tout psychanalyste en quête de ses tâches aveugles. Malheureusement, ce recours joue un rôle non négligeable dans l'économie psychique délicate de ce praticien qui doit recevoir et accueillir à longueur de journée des projections dont la plupart sont pour le moins problématiques. C'est parfois l'analysant qui exprime le mieux l'état de la situation lorsqu'il se plaint à ce moment précis de ne plus se sentir tenu, encadré par la situation analytique. La méconnaissance par l'analyste de sa propre tâche aveugle n'a pas permis à l'excitation pulsionnelle sous-jacente, née de la rencontre des deux infantiles, de se transformer en s'organisant à un niveau psychique de conflictualité représentable. Le matériel analytique demeure ainsi dans les limbes, non représentable, donc non refoulable, et pourtant existant au niveau de la poussée pulsionnelle sur le système préconscient-conscient de l'analyste, comme celui de l'analysant. La première conséquence de cette situation est que la culpabilité de l'analyste étant déniée, c'est l'analysant qui va se sentir d'autant plus coupable. Mais j'en arrive à un point qui me semble essentiel et pas toujours forcément, pas très souvent abordé, c'est l'examen du statut du refoulement post-analytique chez le psychanalyste. Car je pense qu'il se trouve dans un statut tout à fait particulier quant aux critères de terminaison de sa propre analyse et au réaménagement post-analytique de son refoulement, notamment du refoulement de son infantile, face aux exigences de sa fonction professionnelle. Si on considère que l'analyse de l'analyste lui a permis d'éviter l'utilisation de défense projective avec son patient et de ne plus souffrir d'une inhibition invalidante de sa pensée associative, rien n'est encore dit pour autant du statut de l'infantile dans son fonctionnement psychique en séance.
Encore une fois, je ne parle pas tant des éléments de sa névrose infantile en principe résolu, mais essentiellement du surgissement perpétuel de l'infantile qui, la vie durant, va constituer la matrice même du passage du pulsionnel dans le psychique et continuer de donner sa densité et sa complexité à ses relations d'objets et à ses identifications, ainsi que l'originalité de son mode de pensée. Or, l'importance que prend l'infantile dans le fonctionnement du psychanalyste est loin d'être simple du point de vue de son économie psychique. En effet, elle suppose que l'analyste passe son temps d'exercice professionnel à lutter contre le refoulement qui est intervenu chez lui normalement dans un temps post-analytique, tertiairement, pourrait-on dire, au niveau du fonctionnement de son infantile, assaini par son travail analytique personnel. Et là, on rejoint la question soulevée par Freud de l'analyse finie et infinie. Je cite Freud. Il semble, écrit-il, qu'un certain nombre d'analystes apprennent à utiliser les mécanismes de défense dans le but d'écarter de leur personne propre les conséquences et les efforts qu'implique l'analyse, vraisemblablement en les détournant sur d'autres personnes, afin de demeurer inchangés et d'esquiver l'influence de critiques et de modifications liées à l'analyse. Il ajoute un peu plus loin, rien d'étonnant à ce que cette attention incessante portée à tout ce qui est refoulé, à ce qui dans l'âme humaine demande à être libéré, n'éveille aussi chez l'analyste toutes les voies de l'instinct qu'il aurait réussi sans cela à maintenir étouffées. Freud 1937, pages 348 et 349. Quels sont les pièges de l'infantile, alors, dans le fonctionnement du psychanalyste en séance? Je vais sauter une partie parce que je vois que l'heure passe. Je pense que ces pièges sont analogues aux exceptions proposées par Freud, justement, au refoulement et au fonctionnement psychique normal, à savoir, lui le cite, l'état amoureux, la maladie normale de la mère avec sa capacité de rêverie et la relation transférentielle. Moi, j'y ajouterais la relation contre-transférentielle. En fait, cette particularité professionnelle du statut de notre infantile, que je viens de décrire tout à l'heure, joue un rôle permanent dans notre écoute et il influence notre activité interprétative en raison du risque de collusion des deux infantiles. Par exemple, lorsque nous sommes prêts à interpréter la projection sur nous d'un surmoi parental post-édipien sévère et rigide, n'oublions pas que sous cet aspect manifeste du transfert court également le fonctionnement défensif et omnipotent d'un moi faible dont l'impuissance infantile va être projetée dans l'analyste et déniée par son contraire, l'omnipotence infantile. Or, cette défense masquée va opérer un appel de séduction narcissique sur son homologue, l'omnipotence infantile de l'analyste. Seule la prise de conscience de cette relation ambiguë entre les deux infantiles va permettre à l'analyste d'orienter son choix interprétatif et peut-être de ramener dans le champ analytique un aspect moins féroce et plus protecteur et contenant du surmoi. Faute d'un travail de repérage, ce point d'impact excitatoire qui forme la tâche aveugle tend à être refoulé avant que d'avoir été soumis par l'analyste à un travail d'auto-analyse. Il risque ainsi de ressurgir tant dans ses agirs contre-transférentiels que, de façon déplacée hors du champ de la relation analytique, dans des agirs intéressant sa vie personnelle ou même dans des somatisations. Corrélativement, cette tâche aveugle constitue une préforme spécifiquement parexcitante et contenante des éléments infantiles de la relation transféro-contre-transférentielle.
Ainsi, les multiples motions qui existent entre l'infantile de l'analysant et celui de l'analyste sont sous-jacentes aux transferts parentaux manifestes que nous sommes davantage habitués à repérer. De nature essentiellement narcissique et donc identitaire, elles jouent leur part silencieuse dans les scènes primitives respectives de l'analysant et de l'analyste au fil des mouvements identificatoires transférentiels et contre-transférentiels. Relations en miroir, problématique du double, identification mimétique, l'économie et la dynamique des échanges entre les deux infantiles pourra aussi intéresser la complémentarité bisexuée, la fonction parentale ou thérapeutique de l'enfant, mais également, bien sûr, la jalousie, la rivalité, l'envie, l'inceste et le meurtre, tant dans le transfert que dans le contre-transfert. Qu'apportent ces élaborations au fonctionnement du psychanalyste en séance? J'aborderai la question sous l'angle du négatif, qui constitue, à mon sens, la catégorie d'appartenance des tâches aveugles. Le désagrément éprouvé inconsciemment du fait de cette absence de représentation dont je parlais tout à l'heure pousse l'analyste autant que l'analysant à refouler, voire à dénier ce mouvement psychique dans toute la mesure du possible. Et c'est là qu'arriveront les représentations bouchons dont je parlais tout à l'heure. Donc, je conclurai que pour définir l'infantile et examiner son rôle dans la relation analytique, j'ai considéré ce terme dans son double statut développemental et structural, et je crois que vous avez pu voir que je m'étayais largement sur Freud. En observant l'impact de l'infantile dans l'analysant sur le système préconscient-conscient du psychanalyste, j'ai abordé les aléas du manque à représenter et j'ai tenté d'examiner le statut et le devenir des tâches aveugles suscités par cet impact. C'est là que le destin de l'analyste condamné à lutter contre son refoulement normal peut présenter des avantages dans la mesure où il sera forcé de se souvenir de la misère identitaire que camoufle l'omnipotence que j'ai évoquée tout à l'heure. Il pourra plus facilement retrouver les fantasmes originaires derrière sa théorie sexuelle infantile et utiliser sa bisexualité psychique dans sa communication avec l'analysant au niveau fondateur de l'Édipe et de la scène primitive. Mais tout cela ne devrait pas nous faire oublier que l'infantile est la seule partie de soi qui est suffisamment souple pour se transformer, suffisamment malléable pour apprendre de l'expérience, suffisamment aimante pour pardonner, suffisamment passionnée pour se sacrifier, suffisamment hardie pour relever des défis impossibles et suffisamment jeune pour espérer. C'est pourquoi le travail d'écoute assistée, en binôme ou en petit groupe, bénéficie très largement de la connaissance du destin de notre infantile de psychanalyste. Il devient clair alors qu'il s'agit d'un mal nécessaire à notre fonctionnement analytique, de telle sorte qu'un praticien qui ne tomberait pas dans des tâches aveugles resterait à côté du champ analytique et de la situation transféro-contre-transférentielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Florence, pour cette contribution limpide qui éclaire l'infantile chez nos patients, mais aussi chez nous. Nous n'oublions pas que nous sommes des anciens analysants. Et finalement, l'infantile de l'analyste serait aussi l'expérience de sa propre analyste, pour dire presque qu'il s'agit de l'infantile au carré. Merci Florence. Alors Gilbert, qui dialoguera avec Florence, c'est à toi. Merci. Oui, merci beaucoup Florence pour cet exposé clair sur un concept que tu as vraiment développé et créé qui pose beaucoup de questions et on n'aura pas le temps de les discuter tous. Il y a un premier point, c'est qu'il me semble que ce concept d'infantile que tu as créé est implicite chez Freud, comme Elana Milona l'a dit tout à l'heure. L'infantile
substantivé apparaît bien chez l'homme rat, et surtout l'infantile est implicite chez Freud dans l'histoire d'une névrose infantile, c'est-à-dire dans l'histoire de l'homme loup. Freud avait, même avant d'avoir rencontré l'homme loup, Freud avait l'idée qu'on pouvait retrouver l'ensemble des constellations inconscientes de quelqu'un, ce que tu vas appeler ensuite l'infantile, et par là même arriver à la dissolution et du transfert et de la névrose infantile et de la névrose de transfert. Il en parle dans une lettre à Fliss à propos d'un patient, et puis il est très étonné de voir que l'analyse continue quand même. Mais il a quand même l'idée qu'il faut trouver la scène primitive. Quand il décrit la scène primitive chez le loup, il a l'idée vraiment de trouver l'infantile qui va résoudre d'un coup tous les problèmes de l'homme loup. Et comme tu le dis, c'est une idée qui ne tient pas la route. Hein. L'infantile, c'est au contraire la partie vraiment active de la vie psychique du patient et de l'analyste, et ça reste constamment actif. Mais il y a quand même quelque chose à retenir dans l'idée que peut-être le transfert peut se dissoudre, que peut-être la névrose peut se résoudre, que peut-être l'analyse peut se terminer, même si en réalité elle ne se termine jamais. Alors, cette hypothèse de Freud a eu des conséquences très importantes au point de vue historique, parce que à partir du moment où Freud a pensé avoir découvert la scène primitive, et donc la cause primaire de tout ce qui n'allait pas, eh bien, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire encore plus vite que lui et aller d'emblée à l'origine de tous les maux. Et c'est comme ça que Rank et Ferenczi ont inventé le traumatisme de la naissance. Et bien encore mieux que la scène primitive, plutôt encore, on pouvait arriver tout de suite à la racine du mal en traitant le traumatisme de la naissance. Ça a aussi produit beaucoup de conséquences désastreuses chez Ferenczi avec la technique active. La technique active de Ferenczi était lancée par l'idée de trouver un procédé plus rapide pour raccourcir la cure. Alors, ça a aussi des côtés très intéressants. Hein. Il y a quelque chose dans cette idée d'infantile qui mérite aussi d'être réfléchi à cause de ses liens avec le primaire d'un côté et puis le primitif de l'autre. Pour Freud, dans l'idée d'infantile, il y a aussi quelque chose qui rejoint le primitif. D'ailleurs, tu le dis à un moment dans ta définition, puisque tu dis, dans l'infantile, il y a l'animalité également. Alors, je crois qu'on a mis en question tout ça, et en particulier, il y a un rapport important de Serge Lebévici qui distingue soigneusement la névrose infantile de la névrose de l'enfance. Les enfants ont un infantile. Alors, j'en viens maintenant à ta définition, c'est la première question que je voulais te poser. Au fond, est-ce que pour toi, l'infantile, c'est autre chose que l'inconscient? Il me semble que oui, hein, que pour toi, l'infantile, c'est l'inconscient. Tout ce que tu mets dans l'infantile, c'est tout ce qu'on peut mettre dans l'inconscient, plus quelque chose de plus. Tu dis l'infantile, c'est le creuset des fantasmes originaires, c'est le lieu psychique des émergences pulsionnelles psychiques et irreprésentables, mais c'est aussi plus que l'inconscient, parce que c'est également le lieu psychique des traces des expériences sensorimotrices mémorisables, donc quelque chose qui est de l'ordre du conscient. Et c'est aussi le narcissisme primaire. L'infantile, c'est His Majesty's the Baby. Et surtout, tu dis, l'infantile, c'est ce qui va produire dans le contre-transfert de l'analyste, éventuellement à la fois la source de l'interprétation, mais aussi la possibilité des tâches aveugles. Donc, il me semble que ton concept d'infantile est extrêmement vaste. Hein. C'est un concept qui contient à la fois l'inconscient et plus que l'inconscient. Comme tu le dis, hein, c'est à la fois la chaîne et la trame. Alors, à l'intérieur de ta définition, je relève quelque chose qui revient avec insistance dans plusieurs de tes textes et qui est la comparaison avec la double hélice. Tu parles d'une double hélice, d'une double spirale processuelle et signifiante. Et ça revient à plusieurs endroits. Et il me semble que tu as une métaphore implicite qui est que l'infantile, c'est l'équivalent pour le psychisme de ce qu'est la double hélice pour le fonctionnement génétique des chromosomes. C'est ce qui permet la reproduction et la dynamique psychique.
Et tu dis aussi que l'infantile, c'est ce qui fait qu'on est soi-même et pas quelqu'un d'autre. C'est le cœur de l'identité. Donc c'est une définition qui est très vaste. Ah oui, je voulais ajouter aussi un point de discussion avant de te demander de répondre, qui concerne la métapsychologie personnelle. Tu as dit, j'ai ma métapsychologie personnelle et tous les analystes ont leur métapsychologie personnelle. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord parce que, à l'origine, la métapsychologie, c'est vraiment une idée personnelle de Freud, et son idée, c'est de faire redescendre la métaphysique dans le sol des pulsions. La première idée de la métapsychologie pour Freud, c'est en effet quelque chose de très personnel, et qui n'est pas complètement personnel quand même, qui est une idée matérialiste d'arriver à une interprétation de la métaphysique. Et puis, il y a une deuxième définition qui est un essai pour mettre les psychanalystes d'accord sur la façon de concevoir ce qu'ils observent. Donc, les trois points de vue topiques, économiques et dynamiques. Alors, les trois points de vue, en effet, devraient permettre à tous les analystes d'avoir un terrain commun de discussion. En réalité, évidemment, ce n'est pas le cas. Chacun de nous a sa façon de concevoir la topique, chacun de nous a une façon de concevoir la dynamique, et chacun de nous a une façon de concevoir l'économique. Donc, je ne sais pas si tu vois la question que je te pose. J'en pose plusieurs. Hein. J'en pose plusieurs. Est-ce que tu penses que l'infantile, c'est la même chose que l'inconscient? C'est au fond la question principale que je te pose maintenant, puis j'en ai quelques autres à te poser s'il nous reste un peu de temps. Merci beaucoup. Je reconnais là le lecteur et le penseur que tu es, que je connais bien et avec lequel j'aime toujours discuter et échanger. Alors, bon, d'abord, je dirais que c'est un peu ta manie comme la mienne. On aime bien aller trouver la forme des concepts qu'on utilise. C'est pour ça que je porte une attention particulière au fait que tout de même Freud n'était pas francophone et qu'on a beaucoup fait et on continue à faire beaucoup sur les traductions. Moi, j'ai 3 éditions de Freud, mais c'est loin d'être, je veux dire, l'allemande, l'anglaise et la française. Je suis pas contente. J'en ai plusieurs françaises. Il y a toujours quelque chose qui échappe. C'est pour ça qu'un traducteur et un interprète sont souvent, je pense, des cousins germains, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de ma propre métapsychologie, ce qui peut paraître en effet arrogant. Mais je te répondrai que, comme le disait un psychanalyste genevois au temps où je faisais ma formation à Genève, Gresso, il disait sur les épaules d'un géant, un nain voit plus loin que lui. Donc moi je me prends pour ce nain parce que bon, les choses avancent. Et j'ai été très touchée comme toi sûrement par cet immense bouleversement exprimé par Freud quand il a essayé de mettre en place sa métapsychologie de 1915, tous les papiers qu'il a malheureusement brûlés et qu'on aimerait tellement avoir sur les essais qu'il a fait à ce moment-là. Bon, ce qu'il faut qu'on en retienne, me semble-t-il, c'est que c'est vraiment une matière en mouvement et que c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est vivant. Donc, peut-être que l'infantile, ça sera parfaitement inutile comme concept d'ici 10 ans. Tant pis, ça m'aura permis de continuer à avancer dans ma façon de penser et éventuellement, c'est ce que j'espère surtout, transmettre cette inquiétude de c'est quoi ce truc qu'on utilise. Donc, alors, je te renvoie à la question à propos de l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? Je veux dire, si tu dis l'infantile, c'est plus que l'inconscient. Tu sais ce que c'est que l'inconscient. Alors bon, on a cet exemple avec Laplanche qui a mis en évidence cet aspect de pas seulement d'inconscient conteneur du refoulé, mais aussi inconscient qui est le cœur même de ce qui pulse.
Dans ce sens-là, bien sûr que l'infantile en fait partie. Maintenant, est-ce que c'est davantage? Moi, je l'ai situé aux frontières, hein, de l'inconscient et du préconscient conscient, en reprenant cette image de la deuxième topique, aussi pour les deux topiques, parce que je pense qu'on ne peut pas faire sans les deux, même si c'est parfois tellement difficile de les accorder. Donc, de ce point de vue-là, ma réponse est une réponse de Normand, hein, c'est-à-dire oui, non. Ça, je pense que c'est juste quelque chose qui m'a permis justement d'aller un peu plus loin en proposant d'abord la généalogie des pulsions et ensuite cette histoire de classification des concepts qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que c'est pas, on parle pas de la même manière d'un concept comme la pulsion ou d'un concept comme l'infantile. On n'est pas au même niveau de réflexion, on ne peut pas les utiliser indifféremment l'un avec l'autre. Maintenant, on verra bien ce que ça donne après. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Mais si tu m'as répondu en me posant une question, tu me demandes qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Alors, Oui. je trouve que l'image de Gresso peut permettre de comprendre ce que c'est que l'inconscient, parce que tu viens de dire, Gresso dit, un nain posé sur les épaules d'un géant voit plus loin que le géant. Bon, alors, ça lève un refoulement chez moi. Je me dis, tiens, Gresso devait avoir en tête le Christ et Saint Christophe. Et donc, l'enfant qui est posé sur les épaules d'un géant, c'est le Christ, et en effet, il voit beaucoup plus loin que Saint Christophe. Et donc, la modestie de l'infantile emmène beaucoup plus loin. Donc, à partir du moment où tu as introduit une image, ça va lever un refoulement chez moi, et je vais voir quelque chose de plus que ce que tu disais, et l'inconscient, c'est à quoi j'ai accès grâce à l'apparition d'une image. Et cette image renvoie aussi à une conception de l'infantile, parce qu'il y a toute la mégalomanie de l'enfant Jésus sur les épaules de Saint Christophe. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on avance. Alors bon, image pour image, bon, non, moi je voulais juste revenir à Ferenczi parce que tout de même, Ferenczi ne peut pas être réduit, l'apport de Ferenczi ne peut pas être réduit à sa proposition d'analyse mutuelle. De même, ça c'est une manière de penser. C'est pas parce qu'on parle, d'ailleurs c'est pas lui qui a parlé de traumatisme de la naissance, mais peu importe, c'est pas parce que on prend en compte quelque chose de plus primaire, si tu veux, qu'on ne prend pas en compte le reste ou qu'on en fait le point de causalité unique ou prévalent. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec les découvertes de la des neurosciences aujourd'hui à propos de la mémoire implicite ou à propos de la compétence d'attention qui est absolument remarquable chez le nouveau-né? Tu vois, je veux dire, ça doit pouvoir s'inscrire dans un ensemble et une construction d'ensemble. Je pense que tu Non, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que je peux te poser oui, je vais quand même essayer de te poser une deuxième question si j'ai encore un peu de temps. Oui. Elle porte donc sur la question de la dissolution de l'infantile. Hein. Je suis bien d'accord avec toi que l'infantile ne peut jamais être dissous, hein, que c'est ça qui fait que la vie, qu'il y a encore de la vie psychique, y compris jusqu'au dernier moment de la vie. Ah, d'accord, c'est bien. C'est ce que de Musan a montré à propos du travail du trépas. On peut continuer un travail analytique jusqu'à la mort. Oui. C'est un peu ennuyeux si on pense que l'analyse doit se terminer, mais je pense que l'analyse ne se termine qu'avec la mort. Oui, moi je suis d'accord. Néanmoins, je crois que quand Freud parle de la liquidation de l'infantile, il a quand même quelque chose en tête qui est aussi assez important à considérer, qui est la question de savoir si on peut réconcilier l'irréconciliable. C'est-à-dire, si le conflit édipien, si les termes du conflit édipien, les termes des conflits psychiques peuvent devenir conciliables. J'ai un ami qui avait écrit autrefois un livre qui au départ était humoristique et qui s'est avéré assez profond, qui s'appelait « Édipe revient, tu es pardonné ». Alors,
ça posait en effet le problème de savoir si on peut arriver à liquider des traumatismes qui ne peuvent pas être liquidés, si on peut arriver à la paix entre les différentes parties de soi. Et je pense que ce n'est pas avec l'idée d'une liquidation qu'on peut y répondre, mais on ne peut pas non plus évacuer complètement l'idée de Freud de la liquidation du transfert ou de la liquidation de la névrose. Il me semble qu'il y a quand même une idée importante là-dedans, qui est la question du pardon, par exemple. Alors, c'est magnifique ce que tu dis là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que l'idée du pardon est une idée qui n'est pas du tout assez étudiée et verbalisée en psychanalyse, en fait. C'est pourtant une idée freudienne et c'est pourtant une idée essentielle parce qu'après, il y a est-ce que tout est pardonnable et qu'est-ce qu'on pardonne, à qui on pardonne et qu'est-ce qui met en mouvement, au fond, c'est ta question, la chaîne du pardon. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une chaîne? S'il y a une chaîne de représentation, une chaîne d'association qui fonctionne, il y a quelque chose qui s'élabore dans le sens d'une réconciliation possible. Oui. Si l'échange de représentation est stoppé, par exemple parce que tu appelles une tâche aveugle, alors il y a quelque chose qui risque de ne pas se résoudre jamais. Alors, attends, la tâche aveugle, chez le psychanalyste, c'est un moment fécond du processus. C'est simplement ce que j'observe et aussi maintenant que je n'ai plus d'activité à proprement parler thérapeutique directe, mais beaucoup de supervision quand même encore. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il fait beau chez moi, par Zoom. Je constate quand même que quand on arrive à travailler les tâches aveugles avec les supervisés, c'est d'une fécondité extraordinaire. Parce que justement, on a la condensation de, voilà, c'est telle chose qu'on n'a pas vue. Pourquoi on ne l'a pas vue? Parce qu'on est en identification inconsciente avec l'objet de transfert. Et pourquoi on n'a pas voulu ou pu voir cet objet de transfert-là, alors qu'on a des aspects tellement multiples et des objets de transfert tellement multiples. Pourquoi on ne l'a pas vu? Là, on peut aller un peu plus loin. Alors, je voudrais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure sur la dissolution de la névrose infantile, oui, mais je dirais que ça, je pense que comme psychanalyste d'enfants, tu le sais aussi bien que moi, les enfants sont prêts à pardonner. Bon, ils peuvent avoir, bien sûr, ils ont leur névrose infantile, etc. Mais si tu regardes les petits-enfants dans des situations de vie, le pardon fait partie de l'enfance. Et donc, pour moi, c'est l'idée que quand tu retrouves ton infantile guéri, ou en tout cas soigné par l'analyse, tu retrouves aussi ses capacités d'amour. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est ces capacités vivantes qui sont prêtes à pardonner pour passer plus loin. Mais Édipe revient, tu es pardonné, c'est magnifique. Je peux donner le nom de l'auteur, hein. C'est un collègue qui s'appelle Patrick Vallas, un lacanien. Il faudrait que je l'écrive quelque part. C'est super. Oui, mais enfin, tu en as aussi fait quelque chose. Je ne sais pas, Léana, si on a encore le temps d'une question. Ah, elle est figée. Elle est figée. Bah, profitons-en pour... Non, c'est bon. Vous avez le temps, oui. On a 2 minutes. Hein. Oui, il y avait une discussion que j'aurais voulu avoir avec toi, mais vraiment on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, je crois que tu n'en as pas tellement parlé là, qui est la question du rapport entre l'infantile et le groupe. Là, tu n'en as pas trop parlé. Mais je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que tu dis que l'infantile contient également la relation du patient aux mentalités de groupe. Évidemment, cette question des mentalités de groupe, qui est une idée de Bion, est une idée extrêmement importante.
Et ça pose la question de savoir de quelle façon il y a eu un accord entre l'infantile d'un côté et puis la société de l'autre. Et comment ça peut se raccorder ensemble et comment on peut élaborer à l'intérieur d'une psychanalyse, évidemment, tout ce qui est lié à la transmission transgénérationnelle des traumatismes passés. Mais là, il faudrait, je crois, un autre webinaire pour en parler. Oui, sûrement, sûrement. Mais oui, bien sûr, puisque on pourrait reprendre aussi ce que tu as travaillé dans ton rapport et nos intérêts communs sur le rôle de la société chez le psychanalyste et du psychanalyste. Bon, juste en un mot, je pense que la mentalité de groupe fait partie des éléments surmoïques que l'enfant introjecte. C'est un peu pour ça que j'ai pris cet exemple du surmoi sévère dans mon exposé. Mais je pense que, alors, pour répondre très brièvement, de même que j'ai proposé l'idée que si on parle du sadisme primaire et de la pulsion épistémophilique, comme Freud en parle dans son essai sur le Léonard, moi, je pense que le sadisme primaire de l'enfant peut être infléchi selon l'éducation qu'il reçoit vers la pulsion épistémophilique. Et je dirais que de même, l'importance du groupe, pas du tout. L'importance de la mentalité de groupe, qui est quand même plutôt un défaut qu'une qualité, puisque c'est pas de la pensée, hein, pour Bion, la mentalité de groupe, c'est la trivialisation de la pensée, c'est-à-dire que les choses sont comme ceci et pas comme cela, et que la réflexion personnelle passe complètement à l'as. Je pense qu'on peut vraiment dans l'éducation aider l'enfant à se débarrasser de cette chape de plomb qu'est la mentalité de groupe, apprendre à réfléchir par lui-même, et c'est vraiment la chose dont il aura le plus besoin. Je pense que ça a un effet, et qu'il y a des effets transgénérationnels absolument évidents qu'on voit aujourd'hui dans le conspirationnisme, le racisme qui renie tout le temps, et dans beaucoup de choses. Mais ça sera peut-être pour un prochain webinaire. Oui, parce qu'il faudrait prendre un exemple clinique pour arriver à être clair là-dessus. On n'a pas le temps maintenant. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup. Peut-être on va passer aux questions de nos participants et vous allez avoir l'occasion de continuer votre dialogue en même temps. Alors, je vous lis une question. Alors, pour Madame Guignard, comment expliquer les contre-transferts négatifs par rapport à l'infantile et comment les résoudre? Y a-t-il une relation entre les contre-transferts négatifs et la délinquance juvénile? Ça fait beaucoup de questions en une. Hein. Bon, non, j'ai pris cet exemple du transfert négatif qui était inclus dans la tâche aveugle parce que de façon générale, les psychanalystes ne sont pas particulièrement friands du transfert négatif. C'est pas la partie de leur travail qui est la plus facile parce que le transfert négatif est difficile à interpréter. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de faut-il l'interpréter d'emblée comme le disait Mélanie Klein ou jamais l'interpréter comme le disent d'autres. Ça, c'est aussi un autre webinaire. Mais simplement, c'est une partie plus difficile de leur travail, on pourrait dire tout simplement. Alors, la deuxième partie de la question, c'était il faut le retrouver. Est-ce qu'il y aura un rapport avec entre les contre-transferts négatifs et la délinquance juvénile?
entre transfert négatif et délinquance juvénile? Bon, alors, j'ai répondu sur le fait du transfert négatif, hein, pas du contre-transfert négatif, parce que ça, c'est encore une autre affaire. Le contre-transfert négatif, c'est quand tout à coup, on éprouve des sentiments d'hostilité, non pas pour les objets internes de son patient, mais pour le patient lui-même. Ça s'analyse tout de même. Alors, le rapport avec la délinquance juvénile, ça demande à être développé. C'est une idée qui ne m'était pas, qui ne m'est pas familière, mais je suis tout à fait d'accord d'y réfléchir. Et peut-être que cette personne est sujet. Mais peut-être que Gilbert, avec la transformation de la psychopathie, pourrait nous aider. Voilà. Mais moi aussi, j'aimerais bien que la personne qui a posé la question en dise un petit peu plus, parce que je me demande si elle veut parler des sentiments négatifs qu'on peut avoir quand on a en traitement un délinquant, ou bien si elle a une autre idée en tête. Oui. Bon, on laisse le temps donc à cette participante de nous répondre ou envoyer une question un peu plus explicitement formulée. Je veux regrouper deux questions qui demandent donc, si vous pouvez nous dire plus sur les tâches aveugles, et je regroupe avec une autre question qui demandait un exemple clinique pour l'infantile. Donc, si Florence, vous pouvez regrouper les deux en un, ça pourrait nous aider. Oui. Bon, je vais vous donner pas un exemple clinique parce que si je peux vous donner un exemple clinique, mais je vais surtout vous donner un exemple d'expérience dans mon groupe de supervision, parce que quand j'habitais Paris, j'avais un groupe de supervision hebdomadaire. Et puis, quand j'étais en train d'élaborer cette histoire de tâche aveugle, évidemment, j'écoutais forcément avec cette idée derrière la tête. Et un jour, je me suis exclamée à l'écoute d'une participante à ce groupe qui me rapportait une séance. Je dis, mais là, vous êtes vraiment tombée dans une tâche aveugle. Et j'ai vu la pauvre qui disait, mon Dieu, mais c'est horrible. Et je lui dis, non, c'est pas horrible, c'est magnifique, c'est très bien. Si vous n'étiez pas dans une tâche aveugle, vous ne seriez pas dans le processus. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'essayer de comprendre comment, pourquoi et qu'est-ce. Alors, l'exemple, je ne vais pas vous donner d'exemple clinique à proprement parler, mais l'exemple, il est assez simple. Il est qu'à un moment donné, le psychanalyste parle et traite, ne serait-ce que dans sa tête, même s'il ne dit rien, considère son patient en fait à travers les yeux de l'objet interne du patient auquel il est identifié. Par exemple, une mère sévère ou un père absent ou le contraire, enfin bref. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte et que le fait de le raconter à quelqu'un, soit dans une supervision, soit dans un groupe, parce que le groupe travaille aussi, quand c'est un groupe de travail et pas une mentalité de groupe, ça aide beaucoup. Voilà, je ne sais pas si c'est... sinon, évidemment, enfin, je ne veux pas me faire de la pub pour mes livres, mais on trouve d'autres choses dans ce que j'ai écrit. Je pense que c'est vraiment une partie inconsciente du psychanalyste qui tout à coup ne veut pas voir qu'il ou elle est assimilé à cet objet interne dont par ailleurs le patient peut se plaindre ou avec lequel il est en mauvais termes. C'est évidemment en général comme ça que ça se passe. C'est pas dans des situations faciles à résoudre. Il y a un paradoxe dans l'idée de voir une tâche aveugle, puisque si elle est aveugle, c'est qu'on ne la voit pas. Alors, exactement. il me semble que, enfin, peut-être que je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire, mais dans ma compréhension de ce que tu dis,
ça passe d'abord par le sentiment de honte que ta supervisé a eu aussi. L'analyste se rend compte que, ou bien il est en train de penser à autre chose, et donc il se dit, mais qu'est-ce qui me prend, je suis en train de penser à tout à fait autre chose, Voilà. ou bien il dit quelque chose d'aberrant. Et dès qu'il a dit ça, il se mord la main en se disant, pourquoi est-ce que j'ai dit une connerie pareille? Et si il veut bien se dire que c'est intéressant d'avoir dit une connerie, à ce moment-là, il commence à associer et il va finir par retrouver, à voir la tâche aveugle, c'est-à-dire à voir ses contours et à voir à quoi il répond chez le patient par cette chose absurde qu'il vient de dire, et s'aperçoit que les mots qu'il vient d'employer contiennent justement tout l'essentiel, une partie de l'essentiel, ou mènent vers l'essentiel de l'infantile du patient. C'est pour ça que j'avais repris l'exemple que tu avais donné de Gresso avec le nain sur les épaules du géant, parce que ça me paraît un exemple de ça. Une image incongrue arrive, et puis on se dit, mais pourquoi je dis ça? Et après, on se dit, mais au fond, ça contient toute l'identification du patient au petit Jésus. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, je peux répondre encore un petit peu parce qu'il y a deux choses. D'abord, en ce qui concerne la tâche aveugle, naturellement, je ne l'ai pas dit, mais je fais aussi une référence à ce que James Grotstein a repris de Bion avec un rayon d'intense obscurité. C'est-à-dire, en fait, c'est pas en voyant c'est pas la représentation qui est importante, c'est justement l'obscurité d'où on espère qu'elle va surgir. L'autre chose, c'est quand même un exemple clinique, si j'ai le temps d'en rapporter. Un jeune homme vient me consulter pour savoir s'il pourrait reprendre une analyse avec moi, me disant qu'il a perdu sa mère quand il avait 3 ans et demi et qu'il était allé alors chez une psychanalyste d'enfants. Et à la 3e séance de ce début de thérapie d'enfant, il s'est passé quelque chose dans le trafic du bus ou du métro, je ne sais pas ce qui se passait. Bref, il a dû manquer sa séance. La séance d'après, l'analyste lui dit peut-être tu pourrais me faire un dessin sur cette séance manquée. Et il dessine. Donc, il n'avait pas 3 ans et demi au moment où il a fait le dessin, hein, il avait bien 6 ou 7 ans. On a fini par l'amener chez un psychanalyste d'enfants, chez une psychanalyste d'enfants. Et donc, il fait un premier dessin avec sa séance était à 3h15. Donc, il fait un premier dessin avec une horloge avec 3 heures et il écrit « Tout va bien ». Ensuite, il fait un deuxième dessin avec une horloge avec 3h05 et il écrit « Tout va encore bien ». Et puis, il fait un troisième dessin où il écrit, et il met 3h15 et il écrit « Catastrophe ». Réaction de la psychanalyste, tu as dessiné ça parce que tu as perdu ta maman quand tu avais 3 ans et 3 mois. Et le patient me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Alors, c'est un exemple d'interprétation bouchon, parce que, bon, elle n'a pas tort, mais je veux dire, and so what? C'était juste. Et elle était dans la situation où elle a redoublé le traumatisme. Et ça, c'est vraiment être dans une tâche aveugle, c'est-à-dire être dans une situation où on est identifié à la personne qui a attaqué l'enfant, la mère qui meurt. C'est quand même tellement violent pour l'enfant, même si c'est bien pas la faute de la mère. Et on se débrouille comme on peut et on plaque quelque chose qui a un grain de vérité, parce que il y a toujours un grain de vérité. Mais ce qui m'a impressionné, c'est cette détresse. Et évidemment, après, il m'a dit ce qu'il fallait dire à une psychanalyse d'enfant. En tout cas, moi, les psychanalystes d'enfants, j'y crois vraiment pas. Il était adulte et c'était pas moi qui allais le prendre en analyse. Mais j'ai trouvé tragique et tellement éloquent en ce qui concerne l'interprétation Bouchon qui révèle.
la tâche aveugle. Merci Florence, parce que là, vous introduisez à votre insu une question, puisque là, vous avez signalé une tâche aveugle, mais chez un autre analyste. Et la question donc de notre collègue, c'est si l'analyste est aveugle à la tâche aveugle, Oui. comment peut-il se rendre compte lui-même? Bien sûr. Alors, avec le bon sens, mais c'est bien sûr qu'on connaît bien, tout à coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Mais naturellement, c'est parce que j'étais identifiée à cet objet. Ce qui est peut-être ce qui a pu arriver à cette collègue dont je viens de parler, hein, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais je ne connais pas la suite parce que je ne connais pas la collègue. Et puis sans ça, je pense que vraiment le travail en petits groupes de travail est quelque chose de très intéressant parce que, par exemple, dans les groupes de travail que je fais avec Sylvie Régnier pour la CPA, on fait ce travail de tissage des pensées proposé par Salomonson qui consiste à raconter une séance d'analyse sans donner aucun élément d'anamnèse et le groupe écoute. Et alors, on a fait cette découverte maintenant qu'on doit travailler par Zoom, c'est que le fait de ne pas avoir même de texte auquel se référer, mais de vraiment écouter ce que l'analyste est en train de nous raconter, fait que les réactions associatives arrivent de façon beaucoup plus spontanée et beaucoup plus profonde. Et à la fin, on découvre justement les tâches aveugles et les choses, les mouvements contre-transférentiels. Mais il faut que ce soit dans une atmosphère de travail et d'amitié, parce que sans ça, c'est trop traumatisant. C'est pas mon but, bien sûr. Alors, une question qui va peut-être dans ce sens. Une possibilité de tâche aveugle ne reviendrait-elle pas de l'aveuglement de l'analyste, qu'elle se transmettrait donc de génération en génération? Oui. Oui, enfin, je veux dire, ça me fait penser à une chanson qui n'a pas eu beaucoup de succès, où le chanteur chantait tout ça. C'est la faute à maman qui est partie pour Paris. Et depuis, je fais pipi dans mon lit. Bon, je veux dire, on ne peut pas toujours accuser les parents. Il y a un moment où on doit pouvoir prendre ses responsabilités. Alors, des analystes, moi, je lui ai pardonné à mon analyste de ne pas m'avoir tout donné. Vraiment, je lui ai pardonné parce que ce qu'il m'a donné, c'est justement l'autorisation de penser. Après tout, on peut aussi, comme le disait Gilbert, pardonner aux générations d'avant. Ça introduit un autre terme qui va avec le pardon, c'est la prise de responsabilité, assumer ses responsabilités. Justement, oui. Justement, sur ce point, il y a une question qui, notre collègue voulait savoir si c'est possible de pardonner des crimes psychiques, des crimes contre l'humanité, je cherche parce que je l'ai perdu. En tout cas, l'idée, c'était est-ce que c'est possible de tout pardonner, toujours? Et il y a des questions qui vont dans le sens du sociétal. Par exemple, une question qui était la suivante. Dans quelle mesure l'évolution du rapport à l'infantile dans l'organisation même de nos sociétés du XXIe siècle ne met pas en échec la cure? Et il y avait une autre aussi qui faisait un lien avec la pandémie, mais aussi avec l'inceste et l'actualité, interrogeant la place de l'analyste dans les publics, la prise en parole en public.
Ça fait beaucoup de questions, ça, non? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il faut les prendre une par une? La première, c'était quoi? Le transgénérationnel, c'était les Est-ce qu'on peut tout traumatismes. pardonner? Il me semble que c'est ça. Et quand il y a eu des crimes, quand un enfant descend de victime de crimes contre l'humanité, Un enfant descend, non, mais est-ce qu'on peut pardonner des crimes contre l'humanité? Est-il possible de pardonner des crimes contre l'humanité, des mutilations sexuelles, tant qu'ils se perpétuent? c'est précisément le but de l'analyse, oui, d'enrayer la répétition. On pourrait dire que c'est à ça que sert la psychanalyse. Est-ce que c'est possible? Moi, je crois vraiment que oui. Hein. Mais il faut déjà pour ça qu'on puisse se poser la question et se dire que peut-être que ça existe. Or, on n'est pas toujours. D'abord, on est plus ignorant qu'on ne le croit. Les analystes sont plus ignorants qu'ils ne le croient. D'autre part, ce sont des choses dont on ne parle pas tellement et les patients n'en parlent pas toujours facilement. Et puis, il y a des moments dans l'histoire de la culture où c'est très difficile d'en parler. Par exemple, dans le prochain rapport au Congrès des langues françaises, qui aurait dû avoir lieu l'an dernier et qui aura peut-être lieu cette année, Eva Weil raconte, et c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, que pendant toute une période entre les années, mettons, 50 et 70, beaucoup de patients qui étaient soit des survivants des camps de concentration, soit des enfants de survivants, n'ont jamais dit un mot sur le divan de leur expérience des camps ou de l'expérience de leurs parents. Et puis tout d'un coup, c'est devenu possible d'en parler. Alors ça, c'est quelque chose qui tient en partie au manque de curiosité des analystes certainement, mais il y a quelque chose de culturel qui a fait que c'était toute la société a estimé prudent de ne plus parler de ça pendant un certain temps. C'est un problème particulier. À partir du moment où ça devient possible d'en parler, on voit très bien ça aussi avec les collègues turcs. La question du génocide arménien est un sujet tabou dans la société turque et en même temps le tabou s'est levé. À mesure que le tabou s'est levé, les patients découvrent qu'en réalité ils sont eux-mêmes arméniens, ils ne le savaient pas, par exemple. Des choses comme ça font que ça devient possible pour l'analyste d'aborder des conflits transgénérationnels qui ont des effets de longue durée et tout à fait inattendus sur la transmission des traumatismes de génération en génération. Moi, j'ajouterais juste que c'est vraiment essentiel de se souvenir que l'analyse est là pour dénouer les liens. Le drame des génocides et des catastrophes collectives, je dirais, c'est justement que des individus qui n'y sont pour rien doivent rester liés à cette horreur et à ces bourreaux sans pouvoir recouvrer leur autonomie personnelle. Et on le sait bien, enfin bon, je pense au très très beau livre de Rachel Rosenblum et à d'autres, et à Perec, etc. C'est un travail qui est probablement jamais fini, mais c'est pas une raison pour pas l'entreprendre. C'est ça, il faut déjà qu'il commence. Oui, oui, absolument. Alors, il y a un de nos collègues qui nous envoie un exemple de tâche aveugle. Je raconte que ma mère m'a mis un martinet dans l'arbre de Noël vers 6 ans. L'analyste me dit, elle voulait que vous l'ayez. Cette personne a reçu une claque magistrale de son propre analyste. Je ne fais que lire. Hein. Je pense qu'il souhaitait lui pardonner et tenter de me faire faire la même chose au lieu de m'aider à condamner la coupable de violences psychologiques. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Gilbert? Je trouve ça très intéressant parce que justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la condamnation de la coupable? Je pense que les coupables doivent être condamnés, hein, que c'est le rôle de la justice.
Mais en même temps, je suis très intéressé quand j'ai l'occasion de suivre des patients qui sont des enfants de criminels. Là bon, je ne connais pas le contexte, donc on peut espérer qu'il ne s'agit pas de sévices très graves, mais quand il s'agit de vrais criminels, c'est tout à fait important de voir si l'action de la justice, quand on a un grand-père qui a commis un meurtre, par exemple, est-ce que l'action de la justice a en effet permis une élaboration psychique ou pas? Et ça, c'est quelque chose de pas du tout facile à savoir. En tout cas, on voit très bien les conséquences sur les générations suivantes, sur les parents, puis sur le patient lui-même. Alors, bon, là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'analyste fait de tout ça. C'est très important que l'analyste prenne la mesure de la gravité des sévices éventuellement subis, bien sûr. Mais son travail, ça consiste quand même à essayer de voir comment est-ce que ça peut s'élaborer. Il ne peut pas se substituer à la justice et de condamner le coupable, ou au contraire de le disculper. S'il commence à se dire « je vais disculper cette mère », eh bien, il peut se demander « tiens, quelle est ma tâche aveugle ?» Si on se prend pour un juge, on peut se demander « qu'est-ce qui me prend ?» Si on se Oui, rend compte, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un bon exemple de tâche aveugle. En fait, c'est un bon exemple de tâche aveugle parce que ça a mis l'analyste dans l'urgence. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent on arrive aux interprétations bouchons à cause d'un sentiment d'urgence, comme si à ce point-là, il fallait absolument qu'on intervienne. Et évidemment, c'est pas faux non plus. Il y a des moments où il faut qu'on intervienne, mais à ce moment-là, il vaut mieux intervenir de façon plus neutre parce qu'on risque de faire exactement un actinine, on pourrait dire. Parce qu'il y a deux questions qui viennent en même temps dans la réalité, mais qu'il faut séparer, qui est est-ce que je dois donner une interprétation et comment est-ce que je dois la donner? Si on reprend ton exemple de tout à l'heure, peut-être que l'analyste aurait mieux fait de fermer sa gueule tout simplement. Mais à partir du moment où elle décide de parler, elle aurait pu décider de relever en effet le 3 dans la montre sans rien dire de plus. Bien sûr. Peut-être que ça aurait donné quelque chose. Ça m'aurait beaucoup étonné que l'enfant dise « ah oui, j'avais 3 ans quand ma mère est morte ». Enfin, disons que l'insistance du 3 était intéressante. Bon, par contre, l'interprétation bouchon n'a aucun intérêt et témoigne d'un passage à l'acte contre-transférentiel très fâcheux. Donc il y a deux questions différentes. C'est, primo, est-ce qu'il faut se taire ou intervenir? Et deuxièmement, de quelle façon? Et pour terminer peut-être sur un autre ton, il nous reste encore 2 minutes. Alors, une question. L'accent a été mis sur les aspects sous-développés et réprimés. J'aimerais entendre parler de la contribution de l'infantile à la créativité. Sur une note plus joyeuse. Ah, mais alors, c'est bien, il nous met l'annonce de la psychanalyse au-delà du divan ou du canapé. Mais tout l'art, c'est pas pour rien que Freud disait que les artistes étaient bien plus en avance que les psychanalystes. Je le pense quand c'est vraiment de l'art, je le pense que c'est vrai, parce que c'est toute la créativité qui est puisée dans l'infantile. Alors, chez les psychanalystes, on peut se dire que de temps en temps, au fil de notre carrière, on a des interprétations ou des mouvements simplement contre-transférentiels qui sont plus créatifs que d'autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilbert. Oui, moi j'ai envie de dire que tout ce qu'on peut inventer vient de l'infantile. Hein. Oui. Tout ce qui peut être créatif dans l'interprétation vient de l'infantile. Oui. C'est-à-dire que je crois réellement que tu as un concept extrêmement important qui est que l'essentiel de l'activité de l'analyste vient de son infantile. Et je crois que c'est ce que Freud a essayé de faire quand il parle de l'histoire d'une névrose infantile à propos de l'homonous. C'est qu'il s'agit vraiment de trouver le cœur de l'inconscient en partant de l'infantile.
Alors, pour la créativité en général, ça faudrait prendre des exemples d'artistes et de montrer comment leur infantile intervient dans leur créativité, mais c'est autre chose. Mais pour la psychanalyse, sûrement, oui. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Alors, je voulais vous faire part des messages, de plusieurs messages des participants qui vous remercient beaucoup de ces webinaires et de cet échange très vivant et si intéressant. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Moi, je vous remercie aussi très chaleureusement pour ce dialogue passionnant. Je remercie aussi nos participants. Il y a d'autres questions, il y a beaucoup d'autres questions, mais je pense que nous allons les communiquer à Florence et à Gilbert par mail pour qu'ils puissent répondre peut-être personnellement aux collègues. Vous avez tous devant votre écran l'annonce d'une prochaine manifestation scientifique pour samedi prochain. Un remerciant donc tout le monde. Florence, Gilbert, mille merci pour cette contribution ô combien intéressante et cruciale à nos jours. Et on continuera cette série de webinaires sur l'infantile prochainement. Voilà, merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Au revoir.